Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. C'est LCM, votre web radio. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà. Nous débarrons peut-être l'année un petit peu tard, mais c'est indépendant de notre bonne volonté. Bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonjour Lionel. Et qui n'a pas de micro. Mais ça va arriver. Voyons voir. Chanter une chanson pour voir. Là, ça marche. Ah oui, voilà. Alors, je disais donc bonjour tout le monde et bonjour Lionel. Bon, alors, on va pas se mentir. On a été absent parce que, ben voilà, les uns et les autres, on a eu des problèmes de santé à différents niveaux. Et donc, nous, on est bénévoles ici. Hein. Il n'y a aucune rémunération, aucun défraiement. Donc, voilà, on fait fonctionner la radio comme on peut. Et quand on est libre, ben ça va, on peut venir. Quand on n'est pas libre, on ne vient pas. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez, de toute façon, lorsque nous ne sommes pas là, une musique qui vous est distillée par notre éminent Jean-Yves. Ah ben si, Jean-Yves, on va en parler du reste dans l'autre émission, 58 minutes tout à l'heure. On l'a mis sur les réseaux sociaux, mais vous savez que je peux vous en dire deux mots. On a eu un récap de l'année 2024 par notre diffuseur. Et bien, dites donc, on a été sacrément surpris. C'est-à-dire que, moi j'arrondis au franc supérieur, comme on dit, 23 000 heures d'écoute pour CLC Média. C'est inespéré, c'est une surprise. Écouté dans 142 pays. Bon, voilà. Donc, quand on ne fait pas d'émission, ça veut dire qu'on a aussi une bonne musique, que ça plaît et qu'il y a de l'écoute. Voilà, j'en dirai pas davantage là-dessus. Après, je vous ai dit que on a eu des problèmes de santé, plus ou moins graves. Alors, moi... J'ai bien envie de pousser un coup de gueule. Je l'ai déjà fait, du reste, une première fois. C'est à mon nom personnel. Sur cette année 2023, j'ai pas de compliments à faire sur l'hôpital de Libourne. C'est marrant parce que j'en entends parler de plus en plus. Encore là, cette semaine, l'hôpital de Libourne, mais c'est fini, je n'y vais plus. Bon, moi, personnellement, j'ai eu des propos, pas avec... entièrement l'hôpital. Il y a, j'ai fait un infarctus. Je me suis retrouvé en cardiologie. Admirable. Voilà un service. Moi, personnellement, je n'ai strictement rien à dire. Des gens compétents, des gens qui vous accueillent le mieux possible. Bref, rien à dire là-dessus. Là où je fais un trait rouge, c'est sur le service neurologique. Alors là, c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai été à la limite de porter plainte. Je me suis retrouvé au tripode, et là, c'est une autre dimension, bien évidemment, à Bordeaux, dans ce domaine-là. Et heureusement, du reste, que je m'y suis retrouvé, parce que pour moi, Libourne n'est pas équipé dans ce domaine-là, en neurologie. Ce sont des... Bon, rien. Il ne faut pas que je le dise, parce que je vais partir dans des mots qui ne vont pas plaire. Après, ça n'engage que moi, bien évidemment, hein, et je le redis. Mais c'est vrai, cet hôpital de Libourne, j'en entends parler de plus en plus. Je vous dis... je sais pas, où il va falloir qu'ils se ressaisissent. Je sais pas, moi je suis pas un spécialiste. Dans l'accueil, c'est très très moyen. Ça peut être très sympa, comme je vous l'ai dit, mais bon. Et après, dans les compétences, je sais pas. Moi, je ne suis qu'un malade, et donc je sais ce que j'ai ressenti.
mais voilà, je ne ferai pas de publicité pour cet endroit-là. Il y a d'autres hôpitaux, il y a d'autres cliniques aussi, n'oubliez pas quand même. Hein. Bon, alors maintenant, deux mots peut-être au docteur Jacques Lacroix qui est à mes côtés. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, la santé barre en sucette, pour pas dire autre chose, quoi. Les rendez-vous, vous le savez, on en a déjà parlé ici à ce micro. Bon, c'est impensable. Dans les délais, on a le temps de mourir 10 fois, 5 fois, 50 fois. Bon, voilà quoi. Et puis maintenant, on fait moi, je vais vous donner, écoutez, un exemple. Voilà, j'ai un cardiologue, j'ai un infarctus. Quand je vais le voir, quand même, il me semble que le minimum, ça serait de vous faire un électrocardiogramme. Bon, pour contrôler. Ça, alors, même pas. Et la dernière fois que j'y suis allé, il m'a regardé le pouls. Oh, ça va. Bon, allez, ben, on va vous changer le cachet pour le cœur, là, et puis voilà. Vous êtes soigné. Bon, alors, c'est peut-être bon, mais enfin, moi, comme patient, ça m'inquiète beaucoup. Donc, voilà, la façon de soigner est un peu surprenante. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit envoyez-moi des photos de votre problème et je vous dirai. Je trouve ça un peu léger. Je trouve ça un peu léger quand même. Bon, alors il y a ça, et les rendez-vous, on en a parlé. Et alors après, quand vous êtes sur le rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous médical la semaine dernière, 2 heures d'attente. 2 heures, vous êtes malade et vous attendez 2 heures, je vous promets. Et quand vous rencontrez votre spécialiste, même pas un mot d'excuse, rien du tout, c'est normal. Voilà. Je sais pas ce qu'on est, des bêtes, je sais pas. Voilà, un agriculteur, il va soigner ses vaches à l'heure, il va pas 2 heures après. Hein. Bon, mais voilà, donc on est pris pour je sais pas quoi. Et moi, ça me laisse très, très, très amer. Oui, et d'ailleurs, la situation sanitaire en France est assez catastrophique. Et il y avait hier soir une émission sur M6, justement, sur la santé. Je ne l'ai pas regardé en entier, mais ce que j'en ai vu correspondait bien à la réalité, c'est-à-dire des délais de 6 mois d'attente pour avoir un résultat. Rendez-vous chez un spécialiste, etc., etc. Non, c'est catastrophique. Et alors, ça va faire l'enchaînement avec un article, justement, que j'ai trouvé... Et mon dernier mot là-dessus, c'est le problème des Français et des Françaises, c'est qu'on ne dit rien, ou très peu, ou très, très, très peu. Et si vous dites pour quelque chose, alors... Bon, moi, je sais qu'à l'hôpital de Libourne, je suis marqué à l'encre rouge, puisque j'ai entendu parler de moi ailleurs. Ah, mais à Libourne, vous n'avez pas vu un problème? Bon, parce que méfiez-vous maintenant, hein. Quand vous allez dans les hôpitaux, il y a un dossier sur vous qui suit et qui va dans tous les autres hôpitaux. Hein. Donc, attention. Bon, moi, je m'en fous et contrefous, quoi. Libourne, je les emmerde. Mais quand même, quoi. Je trouve que les gens ne réagissent pas assez, qu'on applaudisse les infirmières quand il y a des... Parce que toutes les infirmières ne sont pas à mettre dans le même sac. Hein. Il y a de super infirmières, moi j'en ai rencontré des super gentilles. Et puis il y a des connasses, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai pas peur de dire. Bon, et puis c'est dans tous les métiers comme ça, du reste. Hein. Voilà. Bon, allez, je m'arrête. Oui, bon, il faut modérer un peu vos propos parce que vous avez quand même reconnu que le service de cardiologie a été très bien. Ah oui, extra. Voilà. Ah oui. Oui, non, mais on n'est pas... l'hôpital de Libourne, je finis là-dessus, n'est pas mauvais en tout. Mais ce que j'entends, c'est pas pour en leur faveur. Voilà, alors c'est un peu symptomatique de ce qui se passe en France à l'heure actuelle, où c'est dans toutes les régions qu'il y a des problèmes. Et j'ai récemment vu un article là qui va faire un peu la liaison avec ce que vous disiez sur des hôpitaux de Bretagne, où le syndicat de Sud Santé avait tiré la sonnette d'alarme parce que les services d'urgence de Saint-Malo de Dinan étaient dans une situation critique
engorgement, manque de lits, manque de matériel, de personnel. Voilà. Bon. Alors, et on n'entend pas de prise de position de la part des autorités sanitaires qui disent, bon, on reconnaît ça, on va prendre des mesures, on va faire ça, on va faire ça. Non, c'est silence radio. Voilà. Pourtant, avec l'épidémie de grippe, qui sévit actuellement encore, ils ont déclenché le plan blanc dans les hôpitaux. Alors le plan blanc, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on diffère des opérations pour avoir des lits de libre pour les malades qui arrivent, on rappelle du personnel en congé, enfin, etc. Et on entend de plus en plus parler étranger dans les hôpitaux. Ben, bien sûr, puisqu'on manque de médecins français, donc voilà. Mais ça, c'est la conséquence d'une politique de santé qui a été mise en œuvre il y a plusieurs dizaines d'années, dont on arrive maintenant au bout et dont on subit les conséquences. Donc, faut pas s'en étonner. C'est comme la violence vis-à-vis du personnel soignant, qui n'est qu'avant un hôpital ou un cabinet médical, c'était une sorte de sanctuaire quand même. C'était à l'abri des vicissitudes de la santé, de la société. Et ça n'est plus du tout le cas, parce que chez bien des gens, il y a une perte de repères, une perte de ce qui était un peu, entre guillemets, sacré, sur lequel on ne touchait pas, au profit d'un individualisme débridé, sans retenue, sans règles qui le contiennent. On pousse les gens à bout, souvent. Oui, ça aussi. Ça aussi. Faut en tenir compte de ça. Il y a des gens qui veulent tout et tout de suite. Quoi. Ah oui. Donc, beaucoup. Oui, et de plus en plus. Et sachant qu'ils ne sont pas ni réprimés, ni condamnés à quoi que ce soit, pourquoi ils ne continueraient pas ? Donc, il y a dans les hôpitaux, dans les services d'urgence en particulier, mais aussi en ville, des actes de violence envers les soignants qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. En ville, alors, on note souvent ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que pour les médias, pour l'administration, quand on parle de santé, ils ne parlent que des hôpitaux publics. Le reste, ça n'existe pas. Or, je suis désolé, le reste, ça soigne quand même 80% de la population. Et on a des actes de violence envers les soignants. C'est plus de à peu près 80% en ville et 20% en campagne, pour arrondir. Donc, ça correspond à tout d'ailleurs les troubles de délinquance ou les tirs d'armes à feu, les attaques de commissariat. Tout ça, ça va dans le même sens, c'est la même chose. Mais là, pour en revenir à la santé plus particulièrement, donc les hôpitaux et les syndicats des hôpitaux ont tiré les sonnettes d'alarme parce que le nombre de patients a explosé par rapport à cette épidémie de grippe. Ça a mis en danger la sécurité des patients, des soignants, parce que le manque de matériel, que ce soit des lits ou de perfusion, etc., et même, cite l'article, même des urinales qui manquaient pour certains patients, je ne parle pas du personnel qui manque, entraîne un malaise très général, car l'État abandonne progressivement ses missions régaliennes, en particulier en matière de santé, et en plus il ignore totalement tout ce qui se fait dans le domaine du privé, qui peut rendre service, qui peut être des solutions pour pallier à ces manques, mais qu'il se garde bien de vouloir labelliser en quelque sorte et le développer. On sent quand même une différence entre le privé et le public. Oui. Même parfois importante. Oui. Vous avez à Libourne la clinique Saint-Augustin qui s'est installée à l'entrée de Libourne. Oui, j'y suis allé, mais reçu comme un roi. Enfin, c'est incroyable, hein, et qui teste pour ceux qui ne peuvent pas faire les épreuves d'effort. Allez, mon téléphone. Qui ne peuvent pas faire ils vous font. Vous êtes au courant mieux que moi. Une scintigraphie. Voilà. Bon,
mais vous êtes reçu comme un roi. On sent une différence énorme. Et vous avez ce bâtiment à l'entrée de Libourne, à droite, c'est Saint-Augustin. Ce n'est pas l'hôpital. Et nous, en tant que professionnels, on sent une différence aussi, en ce sens que, par exemple, un malade va dans un service hospitalier public, le médecin traitant reçoit la lettre 3 semaines après. Il va dans un établissement privé, à la sortie de la consultation, le malade a la lettre. Oui, qui est faite oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Surtout que les hôpitaux privés sont obligés d'être rentables, sinon ils fermeraient. Et ils offrent une prestation supérieure à l'hôpital public. Depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, ça, oui. Me semble-t-il. Hein. Bon, il y a eu des fois des cliniques qui ont été critiquées. Oui, bien sûr, oui. Pas condamnées, je crois pas, mais ou peut-être, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, il y a toujours eu cette différence, quoi. Hein. Bon, et ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Et là, avec l'épidémie de grippe, la saturation des hôpitaux, elle date pas d'hier, hein, mais c'est chaque année que la même scène se reproduit. On manque de lits, on manque de médecins, on manque d'infirmières. Alors que les dépenses on manque de médicaments maintenant. Maintenant, en plus, alors que les dépenses de santé ne cessent d'exploser. Alors, pourquoi ces services essentiels sont-ils sacrifiés alors que d'autres secteurs bénéficient de largesses sans fin? Là, on peut parler de l'AME, par exemple. Je sais bien que l'AME est quelque chose, un sujet tabou. L'AME, c'est l'aide médicale qui est offerte aux étrangers en situation irrégulière, à qui on donne une carte pour pouvoir être soigné gratuitement. Je trouve ça très bien. Mais uniquement pour les cas d'urgence. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça coûte la peau des fesses, comme on dit, alors que ça devrait être réservé aux cas d'urgence. Mais ça, c'est une opinion qui m'est personnelle, parce que la plupart des médecins ne sont pas de cet avis, mais bon. Alors face à cette situation, l'État préfère multiplier les campagnes de communication plutôt que d'apporter des solutions concrètes. Mais l'effondrement du service hospitalier public est devenu un signal d'alarme, quoi. De toute façon, entre ce qui est dit et la réalité, entre ce qui est dit provenant d'une façon gouvernementale, par exemple, et la réalité, il y a un fossé, quoi. C'est énorme. Énorme. Là, il y a une rupture totale entre les élites et la réalité vécue par les Français. Alors, dans le nouveau gouvernement, on a un ministre de la Santé qui est quelqu'un de sympathique, qui est un technicien, qui va faire ce qu'il pourra, mais il se heurte à une administration toute puissante, et on aurait aimé avoir au niveau de la santé quelqu'un qui a une personnalité comme le ministre de l'Intérieur ou comme le ministre de la Justice actuelle, qui sont, semble-t-il, évidemment, on verra bien, on les jugera aux actes, mais en tout cas, ils promettent de faire des choses efficaces. On verra bien si c'est vrai ou pas. Mais ce sont les deux personnalités qui bougent le plus. Après, c'est vrai, vous avez raison. Parce que, bon, les bonnes paroles, on en a entendu pas mal. Il faut que ça passe à l'acte. On verra sur les actes. Mais on aurait aimé avoir au niveau de la santé, parce que l'État est catastrophique au niveau de la santé, quelqu'un qui, pareil, tape du poing sur la table en disant on va essayer de trouver des solutions. Les solutions, il y en a. C'est pas l'idéal. Déjà, peut-être que si on écoutait un peu plus les professionnels. Si on écoutait un peu plus les professionnels, et surtout ceux qui sont sur le terrain, qui ont mis en place parfois des structures qui permettent de pallier au manque de l'organisation officielle. Mais au lieu de valoriser ce genre d'actes, on préfère les ignorer et dire non, laissez-nous faire, on va trouver des solutions. Ça fait 10 ans qu'on dit ça. Bon, c'était toute la lutte des... Et il y a beaucoup de gens en France dans plein de domaines du reste. On pourrait sortir de la santé, mais bon, qui gonflent le torse, qui parlent beaucoup et qui sont pour moi des nuisibles. Oui, mais ça, bien sûr. Mais en matière de santé, on a... il y en a quelques-uns aussi, en matière de santé. Ah oui. On les voit sur les plateaux de télé. Voilà, les médecins de plateaux de télé, il y avait qu'à voir pendant le Covid.
Ceux qui horreur. venaient dire, qui venaient dépiter que des conneries, et ceux qui osaient dire quelques vérités se voyaient... il passait qu'une fois. Il passait qu'une fois. Or, on s'aperçoit maintenant, avec 5 ans de recul, qu'ils n'avaient pas tort. Je ne dis pas qu'ils avaient totalement raison, mais ils n'avaient pas tort. Et on s'aperçoit, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, que le confinement, dans les pays où il y a eu confinement et dans ceux où il n'y en a pas eu, ça n'a servi à rien. Eh bien, on va faire une première pause musicale. Et on se retrouve dans quelques minutes pour cette émission de rentrée de santé pour l'année 2025. C'est médias. Et c'est aussi document officiel à l'appui. C'est la radio de 23 000 heures d'écoute. Bon, voilà, c'est un très, 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 très bon résultat pour nous. On parle de la grippe, cher docteur Jacques-Michel Lacroix. Aujourd'hui, nous y sommes en plein. C'est le début, c'est la fin. C'est pas le début, non, ça a débuté il y a un petit moment, mais c'est pas encore la fin. Il y a beaucoup de grippe encore. Il faut dire que dans ce phénomène grippaux, il y a plusieurs virus qui se mêlent actuellement. Et donc, il y a des conseils à écouter. D'abord, la vaccination. La vaccination contre la grippe, c'est une bonne vaccination. Il n'y a pas de critique à faire de ce côté-là, si ce n'est que, alors en fonction des années, parce que vous savez que pour préparer le vaccin pour la grippe, il le prépare en début d'année pour vacciner à l'automne, en fonction des virus qu'on estime être ceux qui vont provoquer la grippe. Il y a des pays qui nous indiquent. Voilà, il y a des pays qui nous indiquent effectivement, parce qu'ils sont en avance sur nous, ceux de l'hémisphère sud par exemple. Et ça permet de savoir quels sont les virus qui viendront et donc de préparer des vaccins en fonction de ces virus. En général, ça ne marche pas trop mal. Mais cette année, la vaccination, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, n'était efficace qu'à 35%. Ah bon ? Ce qui n'est pas, d'habitude, c'est 70%. Là, l'efficacité du vaccin cette année n'est pas très importante. Bon, dû à quoi, on ne sait pas ? Aux souches virales qui ne sont pas exactement celles qu'on avait prévues. Donc, cette année, la grippe est sévère dans certains cas, parce que, bon, il faut rappeler que la grippe, c'est une maladie a priori bénigne, chez quelqu'un qui est en bonne santé. Ça dure une semaine, avec des courbatures, des maux de tête, mal à la gorge, un peu de tout. Et puis après, tout se tasse et tout rentre dans l'ordre. Mais il faut quand même rappeler aussi que ça fait entre 3 et 10 000 morts par an, ce qui n'est pas négligeable. Mais les gens ne meurent pas du virus grippal, ils meurent des complications que ça provoque. En particulier des complications pulmonaires. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on propose aux gens fragiles, soit parce qu'ils ont déjà des problèmes de santé, soit parce qu'ils sont un peu âgés, au-dessus de 70 ans, de se faire vacciner contre la grippe. Malheureusement, cette année, la vaccination contre la grippe n'a pas offert tout ce qu'elle offre d'habitude comme protection. Et dans ce cas... Moins de gens se sont fait vacciner. Alors, il y a déjà un peu moins de gens qui se sont fait vacciner, oui. Est-ce que le Covid-19 n'a pas porté tort ? Si, sans doute, oui. Ce vaccin bidon. Oui, sans doute, oui. Bien sûr. Et c'est dommage, parce qu'on parlera tout à l'heure d'un autre vaccin, celui contre le cancer du col de l'utérus. Mais donc, il n'a pas porté ses fruits comme les autres années. Alors, dans ce cas, comment traiter la grippe si on ne peut pas s'en prémunir ? Le traitement est simple, et je dirai après ce que moi je fais, mais il y a eu un article que j'ai relevé aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, dans la presse médicale, à propos des antiviraux. Parce que, souvenez-vous de la grippe H1N1, il y a une dizaine d'années, on disait il faut prendre du Tamiflu, qui était censé être un antiviral, c'est censé s'attaquer au virus de la grippe, et on s'est aperçu que le Tamiflu coûtait très cher et ne servait à rien. Bon. Donc, il y en a d'autres qui sont sortis depuis, qui sont le Zeltamivir, le Zanamivir, ou le
baloxavir, qui sont depuis quelques années utilisés pour réduire la durée des symptômes, diminuer le risque de complications et potentiellement abaisser la mortalité, surtout chez les patients dits à risque. Ça, c'est spécialement pour la grippe. Pour la grippe, oui. Et donc, même l'OMS proposait d'utiliser l'oseltamivir en cas de grippe à risque d'évolution sévère. Bon. Et puis on s'est aperçu maintenant avec du recul que ces produits ne servaient à peu près à rien, puisqu'on n'avait pas de données statistiques qui permettaient de dire que ceux qui en avaient pris mouraient moins que les autres. Par contre, ce sont des produits qui valent très cher. Alors, quoi faire en cas de grippe ? Déjà, si vous êtes un sujet sensiblement à risque, soit parce que vous avez déjà des pathologies invalidantes, soit parce que vous êtes un peu âgé, moi, je sais que dans ma pratique personnelle, maintenant ça n'implique que moi, les gens dans ces conditions-là, je les mettais sous antibiotiques. L'antibiotique n'a jamais agi contre le virus de la grippe, je suis bien persuadé, je le sais bien, mais comme ces gens-là font très facilement des complications, et des complications pulmonaires par surinfection, ça les mettait à l'abri de ça. C'est déjà ça. Et puis, contre la grippe, moi, il y a 3 médicaments que je conseille volontiers, que je peux citer là. C'est d'abord de prendre des ampoules de cuivre, à peu près 2 à 3 par jour, pour stimuler ses défenses, de prendre un produit homéopathique qui s'appelle oscillococcinum, prendre 2 doses par jour, ça aide bien, et puis de prendre de l'aspégique 1000, qui est l'aspirine, 2 à 3 par jour, si on n'a pas d'ulcère à l'estomac, et si on supporte l'aspirine, bien évidemment. Et puis le repos, et puis au bout de 3-4 jours, c'est terminé. Alors, et puis les symptômes... Pas la cuillère de rhum le soir. Bon, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas de remède miracle contre la grippe. Moi, j'utilise ce que je viens de vous dire. C'est pas des remèdes miracles non plus, mais enfin, j'en suis assez satisfait. Je pense que le repos aussi est important. Le repos est très important, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, vous ne serez pas bien pendant une semaine. Alors, plus ou moins pas bien, c'est-à-dire que traité, vous êtes plutôt pas trop mal. Pas traité, vous êtes plutôt un peu plus mal. Mais on sait maintenant que les antiviraux utilisés, qu'on a cherché à utiliser, ne servent à peu près à rien. Donc, voilà, je crois qu'il fallait le dire. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose à faire quand on est grippé ? Non, on peut favoriser les aliments avec de la vitamine C, oui, parce que ça stimule un peu l'immunité. Mais sinon, non, à part manger léger pour ne pas surcharger l'organisme et le fatiguer. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire de la grippe. Très bien. Donc, j'espère que vous avez bien entendu, puisque nous y sommes en plein. Je vous rappelle que cette émission, si vous n'avez pas tout entendu, là, ce que vient de dire le docteur Jacques-Michel Lacroix, cette émission est rediffusée le vendredi à 15h. Non, c'est à 14h ? Ah, je trompe. Jamais je m'y ferai. Il faudra le marquer ici en gros. Donc, le jeudi à 14h, cette émission est rediffusée et c'est tout. Voilà. Et vous la retrouverez du reste mardi prochain. Ça sera une rediffusion. Et dans 15 jours, vous aurez une nouvelle émission sur la santé. Bien, notre prochain sujet... On fait une coupure musicale ? Oui, on va faire une coupure musicale. Le prochain sujet, ça sera sur un autre vaccin dont on a parlé quelques fois et dont on va reparler, qui est le vaccin contre le papillomavirus, c'est un virus qui peut déclencher des cancers du col utérin. D'accord. Allez, on prend la direction de la musique grâce à notre ami Jean-Yves. Je vous rappelle aujourd'hui que nous avons à la vidéo Gérard Pommier qui est là, tout frais, pour cette nouvelle année, et que vous retrouvez nos émissions en visuel sur YouTube. Il suffit de mettre CLC Web Radio. Toutes nos émissions depuis la création de la radio, vous pouvez les suivre. Un peu de musique, on se retrouve dans quelques minutes.
le mardi, et c'est habituellement l'émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous allons parler de... dites-le. De la vaccination contre le papillomavirus. 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 Oui, comme un papillon. Enfin, c'est pas un papillon. D'accord. Voilà, oui, parce que à l'occasion du 48e congrès de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale, c'est-à-dire un congrès de gynécologie en fait, qui s'est tenu l'an dernier, les spécialistes ont fait le point sur les dernières actualités dans ce domaine. Alors le papillomavirus, c'est quoi ? C'est un virus qui donne des lésions cutanées ou muqueuses qui ressemblent à des verrues. Et lorsque elles ont lieu sur le col utérin, elles peuvent favoriser, ces lésions, l'apparition ensuite d'un cancer du col utérin. Donc c'est un moyen, c'est pas le seul moyen, de lutter contre l'apparition de ce cancer. Et c'est un virus qui se transmet très très facilement d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on... Par les rapports sexuels. Oui, par les rapports sexuels, bien sûr. Et l'homme peut l'attraper. Oui. Alors chez l'homme, ça peut donner plusieurs choses. Ça peut donner des condylomes sur la verge, c'est-à-dire une sorte de verrue, ou au niveau anal, s'il est homosexuel aussi. Donc on parlera de cette vaccination pour les hommes. Et donc c'est une vaccination qu'on recommande chez les jeunes filles avant qu'elles aient eu des rapports sexuels, si possible, pour les mettre à l'abri de ce genre de pathologie. Bon, c'est un vaccin efficace, qui marche bien en général, mais il faut savoir qu'il ne protège que de certains virus qui sont de type 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, peu importe, mais pas de tous les virus de papillomavirus. Et en plus de ça, on peut quand même avoir un cancer du col sans avoir eu le papillomavirus. Mais dans 80% des cas, il y a eu, avant d'avoir le cancer, une infection au papillomavirus. Donc c'est un vaccin qui est utile. Il ne semble pas qu'il y ait de... J'étais un peu méfiant au début quand il est sorti, il y a une quinzaine d'années, mais non, il ne semble pas qu'il y ait de contre-indication particulière. Alors, ce congrès dont on parlait a recommandé cette vaccination chez les jeunes femmes. Et à partir de quel âge ? De 11 à 14 ans, ils disent. Mais bon, on peut vacciner aussi après. Hein, c'est pas... Oui, une femme de 40 ans peut se faire vacciner. Non ? Oui, mais c'est plus tellement utile. Parce que le papillomavirus, elle l'aura déjà rencontré. Sûrement. Enfin, surtout si elle a eu des partenaires multiples. Si elle n'a pas eu des partenaires multiples, peut-être pas. Mais si elle a eu des partenaires multiples, il est probable qu'elle l'ait rencontré. Donc le vaccin ne servira plus à grand-chose. Et on a étendu cette vaccination aussi pour les jeunes garçons qui sont plutôt homosexuels. Donc, ce vaccin protège contre les papillomavirus qui sont dans 80, j'ai dit tout à l'heure 80, mais c'est plutôt dans 90% à l'origine des cancers du col de l'utérus, de 80% à l'origine des cancers de l'anus, et pour 90% responsable des condylomes. Les condylomes sont des verrues sur la verge. Est-ce que c'est un cancer que l'on soigne bien ? Alors, le cancer du col de l'utérus, oui. Il peut se soigner, oui, assez bien s'il est détecté à temps. C'est pour ça qu'un des dangers de cette vaccination, c'est pas le vaccin en soi, c'est le fait que les femmes se disent je suis protégée, donc je ne fais plus de contrôle gynéco. Or, c'est par les contrôles gynéco qu'on peut déceler des virus naissants sur le col et qu'on peut avoir à ce moment-là une action très efficace. Soit par coagulation, soit par colpo, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, on sort une partie du col. Et alors que si on le prend trop tard, c'est comme pour beaucoup de cancers, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, le seul danger qu'il puisse y avoir de ce vaccin, c'est que ça entraîne chez les femmes ou chez les hommes
un non-respect du protocole des visites de prévention qu'il y a à faire. Mais sinon, les statistiques sont assez formelles, quoi. Il y a des données suédoises qui montrent que la vaccination effectuée avant 14 ans, c'est-à-dire avant les premiers rapports, statistiquement, il y en a qui ont des rapports avant 14 ans, mais permet d'éviter près de 90% des cancers du col de l'utérus. C'est énorme. C'est énorme, oui. Après 17 ans, la vaccination, ce taux reste quand même important, mais il n'est plus que de 50%. Donc, l'intérêt de vacciner très tôt. Parce que le cancer du col, ça touche 3000 femmes par an, quand même. Et les lésions précancéreuses... Ça touche 3000 femmes non vaccinées. Ou on ne sait pas trop. Là, je n'ai pas... D'accord. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Oui, sans doute, mais je ne peux pas l'affirmer. Et les lésions précancéreuses, c'est-à-dire on note juste une inflammation, mais quand on fait un prélèvement, on s'aperçoit que dedans, il y a des cellules cancéreuses, ça touche quand même 30 000 personnes chaque année en France. Donc, il faut faire un dépistage, qu'on soit vacciné ou pas. Donc, la vaccination effectuée de manière précoce permet d'éviter quasiment 100% des lésions qui sont précancéreuses. Et si elle est réalisée après 16 ans, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle ne protège plus qu'à 40 ou 50%. Donc il faut le faire, il faut le dire surtout aux parents, faites vacciner vos jeunes filles le plus tôt possible. Après, chez les hommes, même, sachant qu'il y a quand même pas mal d'homosexuels, la prévalence du papillomavirus, c'est la même chez les hommes hétérosexuels et chez les femmes. Chez les sujets homosexuels, elle est 40% qui sont touchés par ce virus. Ah oui, c'est important. Mais si le vaccin a été réalisé entre 13 et 19 ans, la prévalence c'est-à-dire la présence de ce virus au niveau de l'anus ou au niveau de la verge, n'est plus que de 0,3%. Donc il protège quand même bien. Chez l'homme, on dénombre 20 fois moins de cancers dus au papillomavirus et de lésions précancéreuses que chez la femme. C'est surprenant parce que ce sont des campagnes, enfin, on n'en entend pas vraiment parler de ça. Non, oui, je sais bien, oui. C'est dommage. Non, on préfère vous parler c'est pareil, c'est comme pour les drogues. Hein. S'il y avait des campagnes sur les drogues comme il y a sur l'alcool ou le tabac, ça serait peut-être utile. Donc, le risque de développer un cancer oropharyngé existe aussi. Plus chez l'homme que chez la femme. Parce que, c'est par contact que le virus se transmet. Donc, il semble que les fellations soient plus fréquentes chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. D'accord. Voilà. Mais ces études montrent évidemment une efficacité du vaccin. Et par contre, elles montrent aussi une faible efficacité du préservatif contre ce virus. Parce que... Pourtant, il n'y a pas de contact. Non, mais 60%, il protège de 60% seulement parce que le virus passe à travers le préservatif. Ah bon ? Alors que le virus du sida, non. Mais celui-là, il arrive à passer. Ah oui, ça c'est surprenant, oui. Voilà. Donc, conseil à donner aux parents, vos adolescents, faites-les vacciner contre le papillomavirus, mâle ou femelle. C'est une très bonne protection. Eh bien, nous allons terminer cette émission de l'année, notre première année, pas première année, le début d'année, voilà, ça y est, j'y arrive. Il faut reprendre une vitesse de croisière, bien évidemment. Merci Jacques, et nous nous retrouverons pour une nouvelle émission dans 15 jours, puisque celle-ci sera rediffusée donc jeudi et mardi prochain. Voilà. Bon 15 jours. À bientôt. À bientôt.